Bonjour à tous, bienvenue à notre table ronde InsurTech for Good avec nos invités du côté de la Belgique. Nous avons Jean-Charles Welg de Bonjour. Cover. À ma droite, Fabrice Couturier de Digital Insure à Paris. À ma gauche, Pascal Biécharton de Moonshot à Paris. Et nous devrions avoir Félix du Québec, de Emma, qui va arriver incessamment sous peu. Ce que je vous propose, c'est que chacun de nos intervenants se présente en attendant l'arrivée de Félix, et ensuite on lancera les questions de la table ronde. On va commencer par Jean-Charles à Bruxelles. Bonjour et merci de me recevoir. Donc moi, c'est Jean-Charles, l'InsurTech Cover. Cover est une InsurTech belge. On a reconstruit, en commençant d'une feuille blanche, un assureur 100% digital sans la balance sheet. Donc, on fait tout ce qu'un assureur fait. Donc, on fait la création de produits, donc toute l'infrastructure réglementaire, l'infrastructure légale autour d'un produit assurantiel. On crée la tech, c'est une Open API plateforme avec des white label front-ends. Et on gère les sinistres également, tout en interne. Aujourd'hui, on fait ça pour 1 million de personnes à travers 32 pays en Europe. Et on a des clients ou des partenaires plutôt comme Revolut, comme Deliveroo, comme Wolt. Il y a plusieurs chouettes partenaires qu'on va annoncer dans les mois prochains. Et on vient d'annoncer notre Series B de 20 millions d'euros. Voilà. Merci Jean-Charles. Pascal? Pascal Biécharton, donc directeur général de Moonshot Insurance. Moonshot Insurance, finalement, c'est un modèle assez proche de celui de Cover. C'est une insurtech qui a été créée par Société Générale Assurance pour développer des produits pour les plateformes digitales. Et de la même façon, on crée nos produits, on les digitalise et on les assure les process de gestion de façon automatisée derrière, avec la balance sheet de notre actionnaire qui se blessure et Merci Pascal. Fabrice Couturier, un des 3 fondateurs de Digital Insure, avec Jean Orgonasi et Richard Thibault. Digital Insure, c'est une insurtech créée en 2013. Aujourd'hui, nous avons 2 métiers, un métier de distribution et nous sommes courtiers grossistes, et un métier de gestionnaire pour compte de tiers. Nous sommes avant tout une boîte tech, puisque plus d'un tiers de nos collaborateurs sont informaticiens. Et nous avons 105 collaborateurs aujourd'hui. Nous travaillons aujourd'hui avec 12 assureurs, avec 4 réassureurs, et nous avons été les premiers à développer un parcours complètement digital, de l'entrée en relation jusqu'à la gestion du sinistre, en assurance des crédits. Et maintenant, nous avons développé, à côté de l'assurance des crédits, la prévoyance individuelle et la prévoyance des TMS. Merci. Oui. Alors, première question, donc InsurTech for Good. Ce à quoi on pense tout de suite, donc, InsurTech for Good, c'est un peu les pouvoirs d'achat. En fait, l'assurance, c'est souvent une obligation. Il y a des choses pour le public. L'État oblige les gens à s'assurer, souvent. Donc, c'est quoi InsurTech for Good en termes de pouvoir d'achat? Peut-être, Pascal, Moi, quand je dis InsurTech for Good, j'ai envie vraiment de prendre le contre-pied. C'est-à-dire, pour moi, c'est Insurance for Good. Je considère que l'assurance, et j'ai souvent eu l'occasion de le partager dans différents cercles, que l'assurance, par essence, c'est good. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui protège, qui apporte de la sécurité à mes clients. L'image de l'assurance aujourd'hui est complètement opposée, c'est perçu, comme tu l'as dit, c'est-à-dire voilà, la grosse industrie, l'obligation, la contrainte. Et au fond, si on prenait vraiment le métier au fond, ce qu'il est, et si on savait bien le vendre, c'est ce qu'on essaye de faire en transformant ce métier dans l'insurtech, on doit pouvoir en faire un métier good. C'est vraiment apporter du service, de la valeur, de la protection. C'est le mot-clé des clients qui en ont besoin, enfin, de plus en plus besoin, demande plus de protection. Jean-Charles? Oui, tout à fait. Alors, pour moi, InsurTech for Good, et je vais reprendre InsurTech, parce que les assureurs se sont un peu décalés de la proposition de valeur for good, d'une certaine façon. Non, moi, je pense, et là, je ne parle pas Cover, mais je parle de l'industrie InsurTech en général. Si je prends la Belgique, un ménage belge aujourd'hui paye 2 500 € par an en moyenne d'assurance. Ces 2 500 €, ça doit être vu comme une taxe. C'est quelque chose qu'on n'aime pas payer l'assurance, c'est quelque chose qui est obligatoire, c'est quelque chose qu'on doit avoir, donc ça ressemble à une taxe. Okay. Maintenant, l'industrie est tellement inefficace
que si nous, les InsurTech, en général, on arrive à améliorer le processus, le digitaliser et tout ça, on peut descendre ce coût de 20 à 25% et donc redonner 500 € de pouvoir d'achat à chaque ménage en Europe. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamentalement bon qu'on peut faire, en plus de faire du service parfait, de la digitalisation et donc de la souscription plus rapide. Mais je crois aussi qu'il y a ce composant de pouvoir d'achat qu'on peut redonner, cette espèce de taxe qu'on va redonner en pouvoir d'achat à chaque ménage. Alors moi, je vais essayer de réconcilier, Pascal et Jean-Charles. Effectivement, moi, je dirais que c'est l'insurance for good et l'insurtech for good, puisque de toute façon, on a besoin des deux acteurs. Et c'est vrai que Digital Insure le fait aujourd'hui, hein, puisque, je l'ai dit, nous sommes connectés avec 12 assureurs et 4 réassureurs. Mais à côté de ça, nous sommes dans 8000 points de vente. Nous sommes connectés avec de très, très nombreux partenaires en distribution. Et donc, notre job et la manière dont nous considérons notre job, c'est de finalement faciliter, et pour le partenaire distributeur et pour le client final, cet accès à l'assurance. Et donc, c'est bien effectivement le mariage des deux qui fait que l'InsurTech Rance est for good. Merci Fabrice. Bon, tu es très humble, hein, tu fais partie de ceux qui ont disrupté le secteur en augmentant la concurrence sur le marché de l'assurance emprunteur, en disant un peu ce que dit Jean-Charles, en faisant baisser le prix. Oui, tout à fait. Baisser le prix de l'assurance emprunteur. Mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif initial, c'était surtout de permettre, en fait, sur l'assurance emprunteur en France, et au moment de l'acquisition immobilière, tous les acteurs de la chaîne étaient extrêmement stressés à savoir si l'acheteur allait pouvoir s'assurer. Et l'assurance était finalement le nœud de tout le process. Hein, l'acheteur, le vendeur, le notaire, l'agent immobilier, le banquier, tout le monde était complètement stressé sur est-ce que l'acheteur va obtenir son crédit, mais au-delà de l'obtention de son crédit, c'est est-ce qu'il va être assurable, est-ce qu'il est assurable pour obtenir son crédit. Et donc nous, ce que l'on a fait quand on a démarré en 2013, c'est qu'on a construit le parcours pour fluidifier, accélérer, faciliter. Et c'est pour ça que je parle des réassureurs aussi, c'est que nous avons intégré dans nos parcours de la e-sélection médicale, des outils d'e-sélection qui permettaient finalement, dans 9 cas sur 10, de sortir le contrat d'assurance en temps réel, ce qui était absolument impensable en 2012, en 2011, en 2010, puisque ça allait de quelques jours à quelques semaines pour pouvoir sortir un contrat d'assurance. En fait, merci Fabrice, c'est intéressant par rapport à ce que dit Jean-Charles et Pascal, c'est que en fait, dans les InsurTech, vous avez en fait discuté le secteur au sens où vous avez rendu, par exemple, les assureurs plus compétitifs par rapport aux banques assureurs, ou toi, Jean-Charles, vous avez rendu aussi les réassureurs, tu l'as pas dit, mais tu fais beaucoup de les réassureurs, les réassureurs et les courtiers compétitifs par rapport aux assureurs, et aussi, Pascal, les banques assureurs plus compétitifs par rapport aux assureurs. Donc, c'est intéressant de voir comment vous avez relancé la compétition dans le secteur. Et tu as dit un mot important, Fabrice, sur le côté parcours, workflow du parcours client. Donc, il y a vraiment le côté expérience utilisateur, meilleure expérience utilisateur. Toi, Pascal, qu'en est-il? Est-ce que pour toi, l'InsurTech for Good, c'est aussi rendre un secteur qui est quand même compliqué, dont le coût d'entrée est compliqué pour le public, plus user-friendly? Peut-être nous en dire un peu plus sur les exemples d'assurance. C'est absolument fondamental. C'est-à-dire que quand on digitalisait l'assurance il y a 10 ans, on prenait le produit tel qu'il existait, on le décomposait, on le refaisait pareil avec des écrans digitaux, avec les mêmes informations saisies, sans absolument pas intégrer tout ce qui était digital natif. Alors que quand on se connecte, quand on vend un produit sur une plateforme digitale, il y a un ensemble d'informations qui sont déjà disponibles. Le produit qu'on assure, il est déjà connu. C'est le produit qui est acheté sur la plateforme. Donc, tous les paramètres sont déjà connus. On peut gagner un temps considérable pour faire la souscription. Et au règlement du sinistre, alors là, on est sur le pain point absolu de l'assuré. Et qu'est-ce que je dois envoyer comme document et combien de temps ça prend, etc. Et là aussi, on peut complètement inverser la relation et regarder finalement quelles sont les informations qui sont disponibles et se limiter au minimum pour indemniser. L'exemple qu'on donne souvent chez Moonshot, c'est l'écran cassé du téléphone. Finalement, la seule chose dont j'ai besoin, c'est de montrer que mon écran est cassé. On fait une photo, on envoie cette photo. Et nous, on envoie la modélisation derrière. On a un outil qui permet d'analyser l'image et de décider oui, cet écran est cassé ou non, il n'est pas.
payer immédiatement. Ce genre de transformation, c'est de la vraie transformation. Ce n'est pas juste je prends un process qui existe depuis 25 ans, qui est codifié dans le code des assurances, etc. Hein. Des trucs qui sont finalement juste une surcouche digitale. Non, ce qu'on fait, c'est d'aller vraiment en profondeur dans le produit. Jean-Charles? Oui, tout à fait. Bon, si on reparle d'InsurTech for Good, il y a en effet tout ce servicing des sinistres. Hein, et ça, c'est vraiment très important. Et le digital peut jouer un très grand rôle là-dedans, comme tu viens bien de le dire. Nous, on essaye de faire ça de façon pan-européenne. En fait. Nos clients sont européens, donc dans beaucoup de pays différents. On est en 32 pays différents. Par contre, on va gérer les sinistres de façon centralisée de Bruxelles. Et on a digitalisé ça un maximum. Par contre, il y a quelque chose qui va rester encore longtemps dans l'assurance, c'est un simple call center. Parce que la réalité, c'est que sur des vrais sinistres, les utilisateurs, nos clients finaux, sont en détresse à ce moment-là. Et donc, il faut être capable de leur donner des outils digitaux, mais aussi tout simplement de pouvoir les accompagner dans cette détresse pour régler leur sinistre. Merci, Jean-Charles. Alors, c'est bien, tu as parlé de l'Europe, tu as parlé un petit peu de la vision que tu as là au niveau francophonie, sur la francophonie, sur l'international. Quelle est la stratégie internationale? Donc, Jean-Charles, tu as parlé de l'Europe. Peut-être toi, Pascal, au niveau international, quelle est la stratégie de Moonshot? Plutôt la francophonie, plutôt l'Europe, plutôt l'Amérique du Nord? Clairement l'Europe. On vient d'annoncer un premier partenariat hors de France avec Stocard. Il y a une fintech allemande qui fait des cartes de fidélité et du paiement associé à ces cartes de fidélité. Une wallet de cartes de fidélité, vraiment une très très belle application. Donc on est maintenant le partenaire. Donc ça, c'est un premier pas vers l'Allemagne. On regarde aussi quelques partenaires en Italie. Et puis l'autre enjeu, c'est aussi d'accompagner nos partenaires français qui sont tous dans des stratégies européennes. Donc pour une InsurTech française, accompagner ses partenaires français vers l'Europe, c'est juste indispensable. L'Europe, le UK, évidemment, du point de vue du business, qui fait encore partie de l'Europe, il faut le dire. Et puis, parce que Société Générale est assez puissant en Russie, on garde aussi la Russie. C'est intéressant. Donc, Pascal, tu accompagnes tes clients en Europe. Jean-Charles, pendant la réunion de préparation, tu m'avais dit que toi aussi, le déploiement européen de Cover, c'était lié au fait au deal avec Revolut, avec des niveaux qui sont partout en Europe. Tu peux développer dans tout ça? Oui, un des gros problèmes de l'assurance aujourd'hui, c'est que l'assurance est fondamentalement locale. Donc, tous les assureurs, malgré qu'ils aient des branches dans tous les pays différents, au fait, c'est des baronneries locales, si je peux l'expliquer comme ça. Et donc, si quelqu'un, typiquement les plateformes de la nouvelle économie veulent insérer de l'assurance, veulent commencer à cross-seller, upseller de l'assurance, par nature, ces boîtes sont dans tous les pays européens directement. Eh bien, s'ils devaient passer par les acteurs traditionnels, ils devraient reconstruire une solution pays par pays par pays. Et donc ça, c'est exactement le pain point que nous, on essaye d'adresser chez Cover, c'est de proposer une solution pan-européenne directement à tous les clients, une solution assurantielle qui marche dans tous les pays, tout à fait digitale bien sûr, mais avec cette infrastructure pan-européenne assurantielle derrière. Et donc, on suit nos clients. Cette année, on va commencer à suivre nos clients dans le monde entier. Donc, on est en train de construire l'infrastructure pour pouvoir le faire en dehors de l'Europe également. Bon, step by step, évidemment, mais c'est dans cette logique de pouvoir proposer une solution globale, API first, à tous nos partenaires et plateformes de la nouvelle économie. Alors, pour une start-up ou pour une entreprise qui n'a pas c'est un vrai challenge international. Et nous aussi, notre stratégie, elle est bien évidemment d'accompagner nos partenaires français. On a 2 projets aujourd'hui qui sont assez différents. Un en Italie, qui est d'accompagner un de nos partenaires en Italie, et un deuxième qui est intéressant, c'est de travailler sur un produit pan-européen pour la clientèle francophone et française. Et donc, ces deux expériences vont nous emmener dans différents pays, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie et Portugal.
Donc, nous, notre stratégie, elle est de rester relativement proche de notre pays, de la France. On a été assez rapidement, quand on a créé Digital Insure, on a été contacté par des pays un peu plus lointains, le Japon pour ne pas le citer, parce que l'assurance emprunteur au Japon est un marché extrêmement mature, tout comme la France. Ce n'est pas forcément le cas des autres pays proches de la France. Donc, nous, ce que nous suivons, c'est que nous suivons nos partenaires et nous suivons aussi cette volonté d'aller dans des pays relativement proches de la France pour faciliter le premier saut. Alors, c'est intéressant parce que avec vous trois, on a des visions à la fois proches et complémentaires de l'assurance. Donc, d'un côté, cover sur la partie assurance en se pluguant sur les nouvelles plateformes digitales. Fabrice sur le côté tout ce qui est avec les assureurs, sur les emprunteurs. Toi, Pascal, sur tout ce qui est aussi partenariat, donc avec assez proche aussi d'ailleurs des cover, en partenariat avec les industriels. Et alors, dernière question, un petit peu de conclusion. Là, on a vu qu'il y avait d'un côté les assureurs qui étaient pris un peu entre les réassureurs, les courtiers, parce que vous êtes aussi des courtiers. La concurrence qui s'intensifie. Quel va être l'avenir de l'assurance justement dans cette prise un peu en ciseaux? Les insurtech, c'est ça, elles s'appuient beaucoup sur les réassureurs, les courtiers, les industriels, Moonshot et Cover. Quelle place pour les assureurs, on va dire, dans ce monde bouillonnant, Pascal? Moi, je crois qu'il y a, enfin, je l'ai dit à l'instant, l'assurance, c'est un métier qui est de plus en plus légitime, de plus en plus nécessaire. Les risques augmentent sans cesse. Et l'assurance s'est toujours réinventée. Donc, je suis très sûr que toutes ces grandes structures, ces grandes institutions anciennes vont, pour les principales, se réinventer et s'adapter à ces nouveaux environnements. D'ailleurs, on garde une longueur d'avance réelle parce que ils vont être actifs et reprendre ces marchés. Après, certains, probablement, auront plus de difficultés que d'autres, et donc ça va remettre les cartes certainement. Mais il reste beaucoup de place, il y a tellement de choses à faire. Jean-Charles, quelle est ta vision du futur de l'assurance entre tous ces nouveaux acteurs? En mute, pardon. Si je regarde à long terme, okay, et c'est ce qu'on dit depuis le premier jour chez Cover, ce que nous, on pense qu'il va se passer, et là, ça peut être 5, 10, 15, 20 ans, hein, donc là, on regarde vraiment long terme, c'est, vu que les assureurs sont tellement locaux, comme je disais avant, c'est très dur pour eux de se réinventer, okay, et de faire des acteurs, commencer à faire des acteurs pan-européens. Ce que moi, je crois qu'il va se passer de nouveau à long terme, c'est qu'une grande partie des digital MGAs vont faire le boulot traditionnel des assureurs. Okay? Ceux qui vont grandir, c'est les réassureurs derrière qui, eux, par nature même, sont des acteurs mondiaux ou en tout cas pan-européens. Ils regardent tous les pays différents où ils ont leur propre courtier à eux, c'est les assureurs, si vous voulez, hein, les assureurs qui sont locaux. Et je pense qu'à terme, ça va être les insurtech, les MGA insurtech qui vont reprendre une grosse partie de la distribution ou en tout cas qui vont plugger la capacité assurantielle directement chez les partenaires. Et je crois que par contre, c'est l'assureur qui est resté local, purement local, qui lui va perdre des parts de marché. D'accord, je vous remercie. Fabrice? Moi, je pense qu'il y a de la place pour tous. Chaque typologie d'acteur a ses spécificités, a ses expertises et a son know-how. Et donc, chacun capitalisera dessus. On peut imaginer effectivement que des réseaux traditionnels puissent souffrir aujourd'hui parce que le client final veut du plus simple et du plus rapide et de l'immédiateté. Donc, effectivement, c'est finalement le client final qui fait bouger les frontières. Les assureurs ont des forces, la solidité, la puissance,
Les nouveaux distributeurs que sont les fintech ont des forces, l'agilité, la réactivité, la proximité et l'écoute du client, sachant que les assureurs sont aussi en train de bouger là-dessus, hein, ils sont tous en train de s'organiser pour être plus proches et plus à l'écoute de leurs clients. Et les réassureurs, effectivement, au travers des nouveaux canaux de distribution que sont les fintech, que sont les néo-courtiers, en fait, suivent un objectif impérieux pour eux, c'est de se rapprocher de la distribution. Exactement. C'est de se rapprocher du client final. Parce que pendant de nombreuses années, les réassureurs, finalement, existaient au travers des contrats, des contrats qu'ils avaient avec les assureurs, et ils étaient complètement déconnectés de la réalité de la distribution, 100%. de la réalité des besoins clients. Et donc, moi, je pense que tout le monde va arriver à atterrir. La chance que nous avons, c'est que l'assurance, au sens large, hein, que ce soit la vie ou la non-vie, sont des secteurs extrêmement porteurs, extrêmement dynamiques, avec des taux de croissance très importants. Et il y a beaucoup de secteurs qui nous jalousent, hein, d'ailleurs, qui aimeraient avoir ces taux de croissance. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Mm-hmm. Quelque part, on crée des marchés nouveaux. Enfin, en partie, on va sur les plates-bandes d'acteurs existants, mais en partie, on crée des marchés nouveaux. On va sur des produits, des modalités de vente nouvelles. Beaucoup des clients qui achètent nos produits n'auraient pas acheté d'assurance du tout. Et vous étendez le champ de l'assurance. Mais même sur des produits anciens, la prévoyance individuelle, on est le monde, hein, globalement, hein, la population, avec le vieillissement de la population, avec l'évolution, hein, des besoins, la prévoyance individuelle, le besoin de protection est immense, avec les risques qui sont de plus en plus forts, cette espèce de stress perpétuel dans lesquels nous mettent les médias, et donc le client final, il a besoin de rassurance. Et on est au milieu de tout cela. Et nous, notre rôle, finalement, c'est de trouver la bonne adéquation entre le prix de l'assurance et la meilleure manière de la distribuer, en fonction du besoin du client. Merci Fabrice, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup à tous. Merci aussi de votre adaptabilité, en particulier l'adaptabilité de Jean-Charles. Plaisir. À la même minute, on voit le côté start-upper et rapide. Merci à tous. Merci à Fabrice et à Pascal d'être venus en live à Paris, au Palais Grognat. Et on laisse l'antenne pour la suite des pitchs. Au revoir. Parfait. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.